Bonjour à tous. Et oui, vous aussi, vous nous avez manqué depuis tout ce temps. Quasiment un mois après, ça déraille et de retour. Le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et à la fin, c'est Wout van Aert qui fait la loi. Grosse coupure pendant le Tour de France, même si on a été avec vous en direct sur Space les dimanches. Aujourd'hui, justement, on va parler de cette grande boucle qu'on va débriefer avec aujourd'hui une nouvelle Dream Team. From Chambly à l'adorateur de l'aigle d'Herentals, c'est lui qui a inventé le surnom. Anthony Collat, bonjour. Bonjour Johan, bonjour à tous et quel lancement, vraiment un lancement j'ai envie de dire magnifique. Oui, parce j'ai déjà cité une première fois Wout van Aert, donc c'est pour ça que tu dis ça magnifique. Et la personne qui, j'espère, va lui rentrer dedans et va pas laisser parler à 100% Wout van Aert, de Wout van Aert, Anthony Collat pendant tout l'épisode. Lui, il est from le plus beau département du monde, le Vosgien qui s'est régalé sur Eurosport pendant 3 semaines. Steve Chenel, bonjour. Bonjour Johan, bonjour Anthony, et j'espère que tu me laisseras mon petit Wout van Aert, mon chouchou, vraiment cet hiver tranquille parce que il doit faire les courses avec moi. Donc j'espère en tout cas que tu ne seras pas aux commentaires cet hiver pour le voir me mettre un tour. Ah oui, parce que tu prends des tours maintenant par Wout van Aert, mais tu t'es entraîné. Dernièrement, j'ai vu que tu étais sur le vélo, même pendant le Tour de France. Je sens que tu es déjà au taquet. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le départ ? On va pas faire plus attendre les auditeurs. C'est parti ? C'est parti ! Allez. Je suis prêt. La 109e édition du Tour de France avec la victoire de Jonas Vingegaard et la domination outrancière de la Jumbo-Visma. On s'attendait à une telle domination. On va commencer par celui qui aime la Jumbo-Visma, bien sûr, Anthony. On s'y attendait un petit peu quand même si on aurait bien voulu qu'il y ait de la concurrence en face, notamment de la part du AE, bien sûr. On peut pas dire qu'on s'y attendait pas. Quand on a vu l'équipe annoncée, je crois 3-4 semaines avant, on savait clairement que c'était une équipe très solide, avec sur le papier deux leaders. On savait pas trop ce qu'ils allaient faire entre Roglic et Vingegaard. Après, comme je dis, on était un petit peu. Moi perso, j'étais un petit peu déçu du coup du déroulement du tour à cause du Covid et des petits pépins qu'ont connus à eux, parce que je pense que ça a quand même bien perturbé les choses. Et on en parlera par la suite, mais je pense que on aurait eu un tour un petit peu plus pétillant sur la fin. Oui, on a vu cette équipe Jumbo-Visma dominer, même choisir ses vainqueurs. Un jour, Wout van Aert, il dit c'est pour toi, Christophe Laporte. Un jour, on décide de qui va gagner. On fait même pas le sprint sur les Champs-Élysées. Bon, Steve, tu t'attendais au début de cette grande boucle, avant de commenter sur Eurosport, de voir cette équipe jaune et noire faire sa loi dans le peloton sur le Tour de France? En toute franchise, oui. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que du côté de la formation UAE, Pogačar et Majka ont été énormes, mais ils ont été énormes sur le Tour de Slovénie. Avec tout le respect que j'ai pour le Tour de Slovénie, c'est quand même pas le Dauphiné. Et sur le Dauphiné, on avait vu un Roglic et un Vingegaard qui étaient au-dessus du lot. Après, contrairement à Anthony, je pense que le Covid n'aurait pas changé grand-chose si on avait quand même eu Matteo Trentin du côté d'Emirates, si on n'avait pas perdu autant d'équipiers. La Jumbo-Visma a été tellement costaud, tellement bien ficelé, pour moi tellement au-dessus finalement, que de toute façon, même si on avait eu une édition traditionnelle, je suis pas certain qu'on aurait eu plus de suspense. Ils étaient clairement au-dessus. Pour moi, la petite seule déception, c'est Majka, qui se fracasse le genou et qui repart pas le lendemain. Il aurait peut-être pu, au lieu que Pogačar prenne 2 minutes, il aurait pris qu'une minute au sommet d'Otakam. Mais honnêtement, la domination était presque écrite d'avance, compte tenu des résultats qu'ils nous ont montrés et surtout de la manière dont ils ont couru, surtout à travers le Dauphiné. Et non, ils ont été énormes. Avant de parler de ce duel magnifique entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, d'ailleurs on va essayer de le prononcer correctement, on va devenir danois, va falloir s'y habituer. On va accueillir quelqu'un qui est de Belgique, vu que Gilou vient de se connecter, comme ça on lui donnera la parole, puisqu'on parle de l'équipe de Wout van Aert, c'est chez lui. Gilou, bon alors ça t'a énervé cette domination de la Jumbo-Visma, ou toi t'étais plutôt régalé avec du popcorn en regardant ton coureur belge gagner ? Non, mais je vais pas bouter mon plaisir avec ce qu'a fait Wout van Aert sur le Tour. Et je rejoins un petit peu ce qu'a dit Steve aussi par rapport à la Jumbo. Je pense que le coup d'avance qu'ils avaient par rapport à l'UAE, c'est la préparation. J'ai l'impression qu'ils étaient très 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 bien préparés sur ce Tour de France. Ils y pensaient depuis très longtemps. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, à quel moment ils allaient le faire.
Et même sur certaines étapes, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font tactiquement? À la fin de l'étape, on s'est rendu compte que c'est eux qui avaient raison et ils avaient juste un coup d'avance à chaque moment, en fait. Bon, moi maintenant, j'ai une question. Non, je la poserai plus tard. D'abord, je veux parler du duel entre Tadej Pogacar et Vingegaard. Tadej Pogacar, finalement, qui a lutté jusqu'au bout, c'est le perdant magnifique, Steve. C'est celui qu'on attendait, voilà, essayer d'attaquer au maximum pour pouvoir perturber Vingegaard, mais surtout ne jamais stopper, jusque sur les Champs-Élysées. Voilà. C'est un duel Ouais, non, superbe. Il a été magnifique. il a été énorme. Il a été énorme sur le nombre d'attaques et le nombre de coups de punch qu'il a mis pendant le Tour de France. Mais honnêtement, je pense qu'il a fait n'importe quoi les 10 premiers jours. C'est vrai que, alors nous, on aime parce qu'on aime les hommes attaquants, les hommes qui vont de l'avant et qui cherchent à gratter 1, 2, 3 secondes, 5 secondes. Mais en fait, je pense très sincèrement qu'il s'est vu trop beau, trop fort. Et jamais il pensait que Vingegaard allait être capable de le lâcher comme il l'a lâché. Déjà dans le granon, grâce à toutes ces attaques, mais aussi et surtout à cause de on va dire de cette fringale, appelez ça comme vous voulez. Mais un Pogacar qui certainement aurait été un petit peu plus calculateur et à l'économie, aurait pu, en tout cas sur l'étape d'Otakam, suivre Vingegaard. Toutes les cartouches distillées à droite à gauche, c'était du grand n'importe quoi. Mais c'était du grand n'importe quoi magnifique. C'était super beau à voir, on en redemande. Mais résultat des comptes, dimanche soir sur les Champs-Élysées, il a terminé deuxième. Ouais, Anthony, toi aussi, tu t'attendais à voir craquer. Bon, je sais que tu as dit Vingegaard dans les paris avant Tour de France, donc ça c'est bon, tu vas pouvoir te vanter pendant quelques années avec ça. Mais bon, le voir craquer dans le col du Granon, le voir baisser les bras face à un Vingegaard plus fort, ça franchement, moi, ça m'a surpris, pas toi? Non, mais ouais, bien sûr que je m'y attendais pas. D'ailleurs, dans le space qu'on avait fait le premier dimanche, où on avait, ça devait être le soir de la super planche, je crois. Ouais. Il me semble qu'il faudrait réécouter, mais que je disais que je voyais pas comment la Jumbo allait pouvoir déstabiliser Pogacar tellement il me paraissait fort. Tu vois, ils m'ont bien fait, et c'est ça qui est beau dans le cyclisme, hein, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. Moi, il me paraissait très fort. Et non, moi, je pense quand même, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, que le fait d'avoir perdu Maïka et que l'équipe se désosse un petit peu comme ça avec les différentes choses, je pense que ça l'a perturbé plus ou moins un petit peu Pogacar. Alors Steve est pas d'accord avec moi. La Jumbo sur le papier était très très solide, on est d'accord. Mais quand tu viens gagner un Tour de France, enfin tu viens pour gagner le Tour de France et que tu vois ton équipe comme ça qui se décime au fur et à mesure des jours. Je pense que psychologiquement, et que tu vois en face de toi un Vingegaard très solide et un Roglic qui est encore là en train de leur faire la guerre, je pense que mentalement il a pris un coup dans la tête, Pogacar. Et moi, ouais, comme j'avais dit le premier dimanche, je voyais pas parce qu'il me paraissait trop costaud. Alors est-ce qu'il cassait bien son jeu, je sais pas, mais il me paraissait vraiment très fort. On a l'impression vraiment qu'il faisait ce qu'il voulait. Comme a dit Steve tout à l'heure, au final, dimanche sur les champs, c'était Vingegaard devant et voilà, on a vu un Pogacar être trop attaquant, je sais pas, mais moi je pense que le fait que son équipe se désosse comme ça y était pour quelque chose. Justement, j'ai posé la question à Gilou. Si on échange de place entre Pogacar et Vingegaard, on échange d'équipe. Pogacar est à la tête de la Jumbo-Visma, Vingegaard à la tête de UAE. Il gagne ou pas, Vingegaard encore, ou c'est Pogacar qui gagne? Moi, sincèrement, je pense que c'est Vingegaard parce que j'ai l'impression que Vingegaard était tout simplement plus fort que Tadej Pogacar sur ce Tour de France. Et un élément qui peut aller dans ce sens, c'est le chrono. On était en train de discuter, je faisais beaucoup d'émissions le matin, où on discutait combien de temps Pogacar pourrait reprendre sur Vingegaard au chrono. On était tous d'accord pour se dire combien de temps Pogacar pourrait revenir. On parlait d'une minute 30, il y en a qui disaient 30 secondes, mais jamais personne s'est dit, mais en fait, Vingegaard sera plus fort que Pogacar sur le chrono. Et ce chrono, pour moi, montre qu'au final, le plus fort et celui qui avait la plus belle jambe sur ce chrono, sur ce Tour de France, c'était Vingegaard. Steve, on échange les équipes, ça fait le même résultat? Si les 10 premiers jours, on échange les équipes, clairement Pogacar gagne le Tour. Et par contre, en deuxième semaine, c'est Vingegaard. Contrairement peut-être à Gilou, et là où par contre je rejoins totalement Anthony, c'est que franchement, les 10 premiers jours,
je me suis quand même demandé comment ils allaient réussir à déstabiliser Pogačar. Et finalement, plus les jours passaient, plus il faisait n'importe quoi. Il était avec le maillot jaune, il attaque. Il était avec le maillot jaune, il va chercher des bonifications. Il fait rouler son équipe. Moi, je pense qu'ils se sont vus trop beaux, trop grands, et ils ont complètement sous-estimé la puissance de la Jumbo. Et aujourd'hui, je pense que si on met Vingegaard dans la même équipe du côté d'Emirates, déjà, il prend pas le maillot en première semaine parce qu'il économise ses équipiers. Ouais. Et effectivement, sur le contre-la-montre final, Vingegaard était plus costaud, donc ça aurait certainement pas changé la donne. Mais ce qui est certain, c'est que finalement, quand on regarde le bilan et quand on regarde un petit peu comment ça s'est couru, je pense que du côté du team Emirates, on va quand même se gratter la tête pour recruter autour de Pogačar, hein, parce que un Wout van Aert vaut au moins 3 ou 4 équipiers. Donc il faut des équipiers qui soient excellents. Ils ont envie, hein, on l'a vu pendant il y a des articles qui sont sortis pendant le tour comme quoi Emirates réfléchissait à recruter Wout van Aert. Et pour moi, une des images de ce tour, c'est quand même le geste de Pogačar avant de monter le Granon où il fait le geste de la moto. Il se voyait pas du tout exploser, il se voyait trop beau, il disait ça va vite, mais il avait encore une banane de malade. Si on lui dit qu'il allait perdre 2 minutes sur cette montée, je suis pas sûr qu'il aurait la même banane. Donc je pense que le premier surpris, ça a peut-être été lui au final. Et en parlant de cette banane de Tadej Pogačar, il a couru un petit peu partout, il a voulu tout gagner cette saison, notamment le Strade Bianche, le Tour des Flandres, beaucoup de courses. Il est sur tous les tableaux et finalement, on a l'impression qu'au fur et à mesure de ce Tour de France, première semaine incroyable, c'est lui le plus fort, et puis il a baissé petit à petit de pied, il a été un petit peu moins bon, il a baissé de forme aussi. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, Anthony, c'est qu'il est sur tous les tableaux, Tadej Pogačar, il veut tout gagner, c'est un ogre, mais finalement, c'est un humain aussi, un petit peu. Ouais, alors il est humain et je veux dire, ça nous rassure un peu, hein, parce que c'est vrai qu'on le voyait vraiment s'imposer, toucher à tout et s'imposer un peu là où il voulait. Après, ta question, c'est est-ce qu'il a trop couru? Ouais, quand on regarde les jours de course depuis le début d'année, il est pareil que Jonas Vingegaard, hein. Donc pour moi, il n'a pas trop couru. Après, c'est vrai qu'on l'a vu sur des choses où on ne l'attendait pas spécialement. On l'a vu finir sur le pavé, on l'a vu venir sur l'estrade. Je pense que ce qui me donne cet effet-là, c'est qu'on l'a vu sur ses courses et qu'il a fort marché, qu'il s'est imposé. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit fort marché, mais bon. On te le laisse. On va te c'est beau, validé. C'est l'invention du jour. Non, voilà, je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il ait trop couru. Quand tu regardes ce qu'il a fait, c'est plutôt bien réparti. Il y a eu des périodes, je pense, de préparation. Il y a eu des stages. Voilà, il y a eu non, pour moi, il n'y a pas trop de courses. Je pense pas qu'on puisse le reprocher d'avoir couru trop de lièvres à la fois, comme j'ai pu voir certaines personnes le dire. 2 jours de moins que Vingegaard, il a couru. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a 45 et 47, donc ça se vaut. Mais comme je disais, c'est vrai que Vingegaard a peut-être fait des courses peut-être un petit peu moins... peut-être un petit peu moins prestigieuses. Et encore, quand tu regardes les courses, il a fait de la belle course aussi. C'est pas ça en fait, Anthony, c'est surtout ce pic de forme, parce qu'on voit Tadej Pogačar gagner dès le mois de mars. Vingegaard, on l'a vu au dernier moment, briller notamment sur le Dauphiné. Et là, finalement, Tadej Pogačar voulait être en forme de mars jusqu'à octobre. Peut-être qu'il s'est un peu brûlé les ailes. Sur ce plan-là, on est d'accord. Le pic de forme, et je pense que Steve pourra en parler aussi. Le pic de forme, tu le tiens pas 3-4 mois, c'est pas possible. Et on avait vu les années précédentes, hein, les coureurs de toute façon ils se préparent pour les grands tours, ils font le Dauphiné ou le Tour de Suisse, ils sont prêts, et généralement c'est une grande répétition générale et on les voit après au Tour, comme d'ailleurs j'ai pu parler dans différents spaces et podcasts de la préparation de Bardet qui était pour le Giro, et venir sur le Tour, on a bien vu que sur le Tour ça coince un petit peu sur la fin, ce qui est tout à fait normal, parce que quand tu te prépares pour un grand tour, le pic de forme il est visé, il est pour être là, voilà, dans la 3e semaine de ce grand tour. Là je te rejoins, effectivement on peut pas marcher du mois de février au mois de juillet, c'est pas possible, donc peut-être mieux viser, peut-être qu'on revient à ce que tu disais tout à l'heure, ils ont peut-être qu'ils respectent pas spécialement les autres, ils pensaient qu'ils pouvaient tout gagner, et là du coup il s'est cramé un petit peu les ailes, effectivement.
Il y a eu aussi ce gros niveau, hein, plus de 42 km/h de moyenne sur ce Tour de France, record battu. Ça va vite, trop vite peut-être. On voit maintenant les gros leaders gagner, mais il n'y a plus grand-chose pour les autres coureurs, ceux de la classe moyenne, on va dire. Steve, toi, t'aurais pas pu faire grand-chose sur ce Tour de France. Bah déjà, c'est sûr que moi, au bout de 5 jours, j'aurais été cramé, ça c'est une certitude. Après, concernant la vitesse, alors c'est vrai que c'est un faux débat. Alors c'est un faux débat, pourquoi ? Parce que quand je vois maintenant les vélos utilisés par les mecs, le textile, les casques, enfin vraiment tout est très 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 aéro. Par contre, effectivement, ce qui serait intéressant de voir, c'est la puissance développée par le vainqueur, par exemple en 2005, et la puissance développée par le vainqueur cette année. Alors il y aura peut-être à quelques watts près la même puissance, mais la vitesse sera forcément bien plus conséquente cette année par l'évolution du matériel. Et puis il faut être honnête aussi, la vitesse est bien plus élevée parce que justement, et ça c'est énorme, c'est que vu que les gros ils mangent tout, bah, les moyens et les petits, quels sont leurs moyens d'expression ? Bah, c'est d'aller dans les échappées, c'est de relancer sans arrêt. Et forcément, sur une étape où habituellement, au bout de 4 bornes, l'échappée est sortie, bah, là, finalement, il y avait beaucoup plus de monde. Donc le niveau étant ce qu'il est, et le niveau étant tellement haut, que je suis pas surpris par la vitesse, par la vitesse finalement générale de ce Tour de France. Par contre, moi, j'aimerais vraiment que les pseudo-scientifiques que l'on connaît tous nous sortent, voilà, les watts moyens développés par exemple entre 2010 et 2015 et les watts moyens développés là cette année, et finalement peut-être qu'il y avait plus de développés il y a 10 ans que cette année. Garde la parole, Steve, parce que je voulais ton avis, par exemple pour un coureur comme Maxime Bouet, hein, je vais prendre son exemple parce qu'il a beaucoup parlé pendant ce Tour de France. Il y a quelques années, on a l'impression qu'un coureur comme ça pouvait gagner grâce à une échappée et tout. Là maintenant, pour gagner avec une échappée, il faut être très costaud. On a du Magnus Cort par exemple. Lui, il était déjà très fort, il arrive à gagner, mais sinon, c'est difficile. Peut-être un Bob Jungels, peut-être celui qui a un petit peu échappé au radar, ou un Hugo Hull. Mais sinon, quand t'es un coureur qui cherche une victoire d'étape sur les échappées, soit t'es vraiment très très costaud, soit t'as plus ta place maintenant. Non, mais c'est sûr que même on va dire les équipiers plus, les très très bons équipiers, il faut qu'ils soient à 110%, et ça veut dire que sur 1 ou 2 jours avant, ils se sont économisés, donc ils n'ont pas vraiment fait correctement leur travail. Et finalement, on se rend compte effectivement qu'un garçon comme Maxime Bouet, qui arrivait à prendre une échappée, qui arrivait à jouer sa carte quand le peloton laissait peut-être 20 minutes, ça c'est plus possible, ça n'existe plus. Et sur le Tour de France qui plus est, où finalement, mis à part Hugo Hull, qui a été d'ailleurs peut-être le seul point noir par rapport aux équipes qui étaient venues sur ce Tour de France pour tout croquer, tous les autres ont déjà remporté des grandes classiques World Tour ou des étapes sur les grands tours. Donc, il n'y a pas de surprise sur le Tour de France, c'est pas possible. Et effectivement, là, je suis persuadé que si au départ du Tour à Copenhague, on avait demandé à des coureurs quel est votre objectif, est-ce que vous pensez que c'est réalisable, il y a la moitié, voire les 3/4 du peloton qui auraient dit réalisable, franchement, non, pas possible. Je vais essayer, mais ce ne sera pas réalisable. Bon, finalement, comment on peut noter ce Tour de France, Gilou ? Est-ce qu'on a aimé ce spectacle ? Est-ce que ça a été incroyable ou est-ce qu'on est un petit peu déçu ? Voilà, on se pose la question. Gilou ? Alors, très sincèrement, c'est le plus beau Tour de France depuis très longtemps. Et ça, c'est un avis général. Le Tour de France, c'est l'événement, ça je me rends compte, surtout chez nous en Belgique, c'est l'événement de ce début d'été, et tout le monde regarde le Tour de France. Ça parlait Tour de France partout que tu ailles, partout que tu fasses. Bien évidemment, les résultats de Wout van Aert faisaient ça, mais ça parlait du Tour de France partout. Il suffit de prendre, et Steve peut en parler, les résultats des audiences sur Eurosport, les résultats des audiences en Belgique, partout, ça ne parlait que Tour de France. Tout le monde s'est régalé et on gardera un souvenir magnifique. Et si on pouvait avoir ça chaque année, alors... Je connais l'ami Jérémy Sarakian qui dit qu'il faut que ce soit extraordinaire pour autant en profiter, mais ce Tour de France a été tout simplement splendide, et le plus difficile, c'est que ça s'arrête au final. Anthony, Gilou dit ça aussi parce que les Belges ont beaucoup gagné. Toi, tu vas dire aussi c'est magnifique parce que Wout van Aert a beaucoup gagné, c'est ça ? Non, mais objectivement, il faut être objectif. Même si les Français n'ont pas été extraordinaires, quand tu regardes les chiffres qu'on fait au Eurosport, c'est que tout le monde a kiffé. Et oui, record d'audience, notamment sur une étape, j'ai vu ça. Bravo Steve, bravo à toute l'équipe d'ailleurs. Mais Anthony, vas-y, prends la parole. Ouais, non, on s'est régalé. Bien, je vais pas parler de Wout parce que je veux pas saouler tout le monde tout le temps avec Wout. Mais non, si, vas-y. Déjà, apprends à le prononcer. Oh là là. Cet hiver, Gilou, on va commenter, on va tout commenter à la française. Déjà pour Tonard, c'est réglé. Il est
sera plus. Non, pour revenir, attends, je veux juste revenir rapidement, moi, sur l'histoire du tour le plus rapide. Là, moi, pour moi, vas-y, c'est vraiment vas-y. un débat de comptoir. Ça, c'est un débat de cyclix. Quand on a les footix, on a les cyclix. Parce qu'il y a tellement, comme a dit Steve, il parlait de la puissance, mais tu peux prendre aussi beaucoup d'autres critères. Le sens du vent. Alors, les gens rigolent. Ah oui, le vent dans le dos, c'est du pipeau. Mais non, ça y fait. Et puis, tu as aussi le dénivelé. Enfin, il y a beaucoup de choses. T'as pas toujours le même dénivelé tous les ans. Donc je veux dire, pour vérifier ce truc-là et pour pouvoir faire la différence d'une année à l'autre, il faudrait que depuis des années, on ait le même circuit et que tu puisses comparer. Donc pour moi, je trouve que ce truc-là de dire ils ont été plus vite qu'il y a 10 ans, l'époque Armstrong, ou il y a 20 ans, l'époque Armstrong, c'est complètement idiot. Et, donc Très voilà, peu de c'est pluie juste... aussi, hein. Il y a eu très peu Oui, de aussi, pluie. ils ont eu du beau temps, alors que voilà, il y a eu des tours où il y a eu énormément de pluie. Enfin, il y a beaucoup trop de critères pour pouvoir juste s'appuyer sur une moyenne. Il faudrait tout comparer. Les watts, c'est une chose, c'est sûr. Même si à l'époque, voilà, tous les watts n'étaient pas disponibles. Maintenant, on les a quasiment toujours. Mais et c'est un très bon truc pour contrôler. Mais voilà, donc c'était juste pour revenir là-dessus. Et t'as aimé Et le spectacle alors? Ouais, moi j'ai quand même aimé le spectacle parce que on a eu une première semaine où, comme je vous disais tout à l'heure, on avait un Pogacar qui était pour moi un petit peu au-dessus, et puis il y a eu retournement de situation. Bon voilà, il y a eu des belles victoires, il y a eu la victoire du Gohou là qui était, franchement, ça foutait bien les poils. La victoire de Laporte, magique aussi. Donc non, on a vu des belles choses et puis des beaux gestes aussi. Le beau geste, moi je pense entre Vingegaard et Pogacar là, quand ils se mettent une peignée comme dirait Steve. Même si, on va dire, Pogacar, je sais pas s'il a trop attendu, mais bon, je vais pas faire de débat. Quand Vingegaard me manque de s'en mettre une. Après, on voit le beau geste de Vingegaard qui veut pas gagner comme ça, voilà, sur une chute, et qui l'attend. Et il lui dit, vas-y, on règle ça à la pédale. Et moi, je trouve que ça, c'était vraiment un beau truc, et Oui. ça a mis plein de piment à ce tour. Oui, mais il fait ça parce qu'il sait qu'il va le foutre derrière dans Otakam. Donc c'est normal qu'il dise ça. Ouais, mais et donc il fait est pas ça. obligé, de le Oui, faire. c'est vrai. Mais à l'inverse, pas sûr que Pogacar l'aurait fait. Tiens, justement, c'était un débat Quand tu sur regardes Twitter. quand Vingegaard déraille, enfin pédale trop tôt, parce que finalement en fin de compte, quand on regarde bien, il pédale trop tôt, hein. Il pédale dans le virage, erreur de débutant, de cadet. Il pédale, il manque de s'en mettre une belle, hein, parce que si ça part, il fait un bon coup de raquette. Pogacar, il doit entendre le bruit, hein, quand la pédale elle accroche, on sait très bien qu'on entend derrière ce qui se passe. Je suis pas persuadé qu'il l'attende, moi, mais bon. Bon, le plus beau Tour de France depuis des années. On a eu notamment cette étape du Granon. On a dit on n'a jamais vu ça au 21e siècle. Steve, bon, toi qui étais au plus près, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, non, l'étape du Granon a été exceptionnelle. Même, je crois même que pendant le live avec Jackie, on emploie le terme course de cadet avec du pim pam poum sans arrêt. Après, je vais être plus mesuré dans mes propos. Alors, j'ai trouvé ce tour exceptionnel de par Pogacar, Van Aert et Vingegaard. Parce que finalement, quand on regarde hier, Geraint Thomas, pas une attaque. Ah oui, bah, David Ineos. Gaudu, pas une attaque. Les victoires d'étape, j'ai envie de dire que 3 étapes sur 4 ont été remportées soit par Van Aert, soit par Vingegaard, soit par Pogacar. Sinon, pour le reste, si ces 3 coureurs ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Hugo Hull, merci à Hugo, qui a été, j'ai envie de dire, dans le schéma traditionnel des vainqueurs d'étape du Tour de France. Et Michael Matthews, qui a été énorme sur cette étape en haut de la montée Laurent-Jalabert à Mende. Mais sinon, pour le reste, mais merci à ces 3 coureurs. Merci à ces 3 coureurs d'avoir effectivement cassé les codes et tenté des choses qui, normalement, jamais n'auraient pu être tentées dans le Tour de France. Donc oui, bien évidemment, gros spectacle. Mais pour moi, petit bémol, c'est que sans ces coureurs-là, je pense qu'on aurait eu un scénario plus traditionnel avec des garçons qui auraient été beaucoup plus en gestion. Et d'ailleurs, c'est pas une critique que j'ai fait ni une reproche que je fais par exemple à Geraint Thomas ou à David Gaudu. Ils ont optimisé à 110% leur potentiel. Sauf que forcément, nous derrière notre télé, qu'est-ce qu'on attend? On attend du panache, on attend des attaques, on attend des prises de risques. Et finalement, les 3 qui ont pris des risques, c'est Van Aert, Vingegaard et Pogacar. Donc bien évidemment, spectacle à la hauteur de finalement de ce qu'on rêve d'avoir derrière notre télé, mais surtout grâce à eux et moi qui ai souvent fait la masse dans les pelotons, je pense qu'il y a beaucoup de coureurs dans le peloton qui en avaient plein le cul de finalement que tout soit aussi débridé par ces 3 coureurs. Ouais, ils ont Et jamais débranché. Ouais, Gilou.
Ce que je voulais dire, c'est que y a encore, ça aurait pu être encore plus fou si Julien avait été en forme. Si Mathieu avait été le Mathieu qu'on attendait, ça aurait été encore plus dingue. Et là, je disais à quel point ce tour était fou, c'est que on n'a même pas parlé de l'étape d'Arambert et des pavés, qui était complètement dingue aussi. Donc, on n'a même pas parlé pour dire à quel point ce tour était cool. Donc, merci. Bah justement, Julien Lafilippe qui n'était pas présent, mais on va parler de l'équipe de France, de ce Tour de France avec la 4e place de David Gaudu, la victoire enfin au bout de la 19e étape de Christophe Laporte, choisi d'ailleurs par Wout van Aert qui dit aujourd'hui c'est toi qui gagne. Finalement, comment il est ce bilan? On n'oublie pas bien sûr les Romain Bardet dans le top 10, 4 coureurs dans le top 15, c'est arrivé que très peu de fois au 21e siècle, mais on se pose la question parce que c'est vrai que les Français ont été un peu en retrait, mais c'est normal parce qu'on a vu un trio notamment se détacher un peu partout. Le bilan, il est comment, Anthony? Ouais, il est bon. Il est bon. Ouais, moi je dirais, il est bon, ouais, il est... Bah, tu t'attendais à quoi de plus? Enfin, on va pas se cacher, Gaudu 4e, je pense que beaucoup de monde aurait signé. Ah oui. D'ailleurs, quand on avait fait nos pronos, on voyait 5, 10, tout le monde est un peu mitigé. La 4e, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse devant contre les 2,5, les 3 allez, avec Geraint Thomas. Après, c'est sûr qu'on aurait voulu plus de victoires côté française. Bon, on a eu la victoire de Christophe Laporte. Alors, ouais, certains vont dire, ouais, choisi par Wout van Aert, mais une belle. Il lui a bien rendu la monnaie. On avait vu une belle démonstration au début d'année sur le Paris-Nice où on lui avait fait confiance, on lui avait fait prendre de la confiance en le laissant gagner à Mantes. On l'a vu bosser comme un ouf pendant 3 semaines. Et quand on a vu comment ça se goupillait dans cette dernière étape là, c'était, je ne sais plus où était Cahors, c'était ça, ouais, l'arrivée de Cahors. On le voyait un peu protégé, et enfin c'était pas écrit, mais je me suis dit ils vont jouer le jeu. Oui, t'es assuré de gagner le maillot vert. Ils vont jouer le jeu, et on a vu Christophe Laporte, mais qui a tellement bien couru dans le dernier kilomètre. Il y a tellement de maîtrise et de sang-froid dans ce dernier kilomètre que c'était vraiment très beau à voir. Il était très costaud, bien évidemment, mais il a tellement bien couru avec ses 3-4 coureurs qui étaient devant, j'ai plus les noms, mais il a tellement bien couru que c'était vraiment beau à voir, et puis ça faisait plaisir parce que je crois qu'il y a plus grand monde en France qui s'attendait à une victoire française. Quitte à 6 de Jasper Stuyven quand même. Hein, ouais. Ah oui, il y a eu vraiment ce qui a roulé pour. Et puis après, c'était Fred White, je crois, qui était devant, qui a roulé superbement pour Christophe Laporte. C'était parfait. Steve, les Français ont fait ce qu'ils pouvaient. Il n'y avait pas Julien Lafilippe notamment. Et du coup, 4e place pour Gaudu. Bardet dans le top 10 avec une préparation pas optimale. La victoire de Christophe Laporte, au moins une. On ne pouvait pas forcément avoir mieux. C'est la fête chez Anthony. Moi, j'ai envie de dire que c'est bien, mais pas top. C'est pour moi, voilà, le Tour de France a été évidemment extraordinaire pour le classement général. David Gaudu, je lui mets un 18,5 sur 20, oui. Encourageant. On attendait tous effectivement le jour sans de David Gaudu. On s'est dit, mais la Groupama, mais n'importe quoi de mettre David. Il a jamais réussi à être constant sur un Tour de 3 semaines et tout. Donc là, pour moi, c'est génial, et ça va encore une fois mettre un Français dans le jeu pour jouer un classement général d'un grand tour et un futur podium, en tout cas je l'espère. Romain Bardet, il a été très très bon. Valentin Madouas, truc de fou. Je lui décerne presque la médaille, si on enlève Van Aert, de l'équipier modèle. Thibaut Pinot, malheureusement, n'a pas réussi à aller en chercher une. C'est peut-être une déception, mais je pense qu'il a fait un tour à sa mesure. Chez Arkea, on les a tous vus, même Barguil, malheureusement, dans cette étape du Granon, qui n'a pas réussi à les claquer. Mais non, le bilan, il est très très bon en termes de comportement et en termes d'investissement, et etc. Même sur les sprints, puisqu'il n'y avait pas notre triplette magique, Boigny, Coquard, Démarre, mais on a Hofstetter qui a été faire des places, et puis on a surtout Christophe Laporte qui a montré qu'il faisait partie des meilleurs punchers du monde et des meilleurs sprinters. Donc non, le bilan, bien sûr, quand on regarde clairement les chiffres, bon, une victoire d'étape, un top 5. Ouais, c'est sûr que par rapport aux Danois, c'est pas terrible. Mais est-ce qu'on pouvait espérer mieux? J'en suis pas certain. Donc non, le bilan est bon. Et si on avait eu Julien, effectivement, ça aurait pu changer la donne. Si on avait eu un Arnaud Démarre et un Nasser Boigny, un Brian Coquard présent dans les sprints, ça aurait pu aussi changer la donne. Donc vivement l'année prochaine, et qu'ils soient tous là. Oui, c'est vrai. Tu as oublié de noter j'allais dire Christophe, Jérémy Lecroc, ou Lecroc d'ailleurs, on ne sait pas trop, parce que Anthony adore, voilà, donc c'est son super pote, donc si tu le notifies pas dans les sprints... Il a fait le tour, lui. Oh l'enfoiré. Oh, ça rigole.
Oh l'enfoiré. Non mais on Ah, sait mais très je bien, savais même pas. on sait bien que, eh bien, oh l'enfoiré, on savait même pas qui fait 6ème sur les Champs-Élysées. Voilà. Voilà, Mais, c'est un classement. gars, mais il a fait le tour avec Astana ou il a fait le tour avec qui? Pop, 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 pop. Bon allez, cessons cette Oui, oui, parenthèse. alors attaquez-vous, justement, attaquez-vous dans cette prochaine chronique, c'est jingle en attaque, on n'attaque pas, qu'on va mettre tout de suite pour cette nouvelle rubrique. Attaque de Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Donc c'est les petites infos, les à côté du coup après Tour de France. On va dire si on attaque, on est d'accord. Si on n'attaque pas, on n'est pas d'accord. Alors Roglic selon les rumeurs vers Ineos, est-ce que c'est une bonne idée, Anthony? C'est une bonne idée? Moi j'ai même pas vu cette info, alors Eh je vais bah, peut-être un peu déconnecté là depuis la fin du je tour. te le Mais donne, c'est une rumeur. Roglic vers Ineos, bonne idée. Ils ont déjà pas mal de monde. Le problème c'est qu'ils vont s'en faire une team de leaders quoi. Donc, mais j'aime bien dire qu'il est parfois bon d'aller voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs. Donc je dirais ouais, bonne idée. Steve, bonne idée ou pas? Ah, pour lui, excellente idée. Hein. On voit mal comment l'année prochaine, la Jumbo va donner carte blanche à Roglic pour être leader sur un grand tour. Donc effectivement, il faut vite qu'il se barre de la Jumbo. Maintenant, chez Ineos, pas sûr que ce soit la meilleure des destinations. Mais bon, pour le salaire, à mon avis, il y a qu'Ineos qui peut le payer à hauteur de ce qu'il mérite. Donc j'attaque. Gilou et Roglic avec le maillot d'Ineos qui remporte le Tour de France, c'est une bonne idée du coup? Ouais, j'attaque pour lui, comme il dit, ils sont un petit peu que le vent tourne du côté du Jumbo. Il se dit que c'est peut-être plus la figure de proue, je sais même pas si ça se dit, bref. Donc oui, à voir du coup quel sera le rôle aussi chez Ineos et ce qu'ils vont faire de notamment Tom Pidcock. Ouais, c'est évidemment une rumeur, hein, et puis on aura aussi le retour chez Ineos d'Egan Bernal, dont on attend de le revoir en compétition sur un vélo, toujours en phase de préparation. Il y en a un autre qu'on a revu sur le vélo, c'est Julien Alaphilippe qui gagne en haut du mur de Huy sur le Tour de Wallonie, puis abandonne à cause de Covid. Alors, qui a le plus de poids cette saison? Est-ce que c'est Caleb Ewan ou est-ce que c'est Alaphilippe? Anthony? Je dirais quand même Caleb Ewan. Enfin, Caleb Ewan, c'est pas vraiment de la poisse, hein, parce que bon, à chaque fois qu'il finit au tas, il touche des roues de ses collègues devant. Donc, je pense qu'il manque un peu de fraîcheur ou je sais pas ce qui manque. Non, c'est la poisse pour Julien, ouais. Il y a cette chute et puis il revient. Il revient 2 jours de course Covid. Bon, bah, écoute, comme on dit, hein, la roue tourne. Ouais, mais je m'en fais pas pour lui quand elle va tourner. Elle va bien tourner et ils vont en mettre une belle au fond. Steve? Tu me demandes de choisir entre deux coureurs qui évidemment n'ont pas vraiment de chance, mais je rejoins Anthony. Hein, Caleb, c'est pas un manque de chance, et puis Julien finalement, il a cette grave chute à Liège, mais qui aurait pu être bien pire. Finalement, il s'en sort très bien. Puis il est touché par le Covid parce que cet été il a vu personne, donc malheureusement pour lui, il l'a pas chopé pendant que les autres étaient. Donc je dirais quand même Julien, allez, parce que c'est un Français. Allez, Gilou. Pour finir, tu vas donner à Lotto Soudal, toi? Ah ouais, moi je dis Caleb. Il y a un pigeon qui chie au-dessus du peloton, ça tombe sur Caleb. Si le gars, t'as jamais de chat, quoi. Incroyable. Non, Caleb quand même. Dernière petite info, c'est Pogacar qui a décidé de ne pas faire la Vuelta. Il l'avait annoncé pourtant en début d'année. Ça aussi, ça donne quelques indications sur sa saison où il a été un petit peu partout au four et au moulin. Ça y est, une nouvelle expression. Ça, c'est plutôt une bonne idée de ne pas faire la Vuelta, Anthony. Peut-être qu'il se dit c'est bon, il y en a peut-être assez. Bon. On le disait tout à l'heure, il a voulu courir plein de choses et attention, s'il fait pas la Vuelta, est-ce qu'il va pas nous préparer le mondial? Ah bah ça c'est dans son programme, donc si, il va nous préparer le voilà. mondial. Après on sait que généralement ceux qui font la Vuelta, ça finit souvent, j'ai pas les dates exactes sous les yeux, mais de toute façon, si connaissant Pogacar, il aurait fait la Vuelta, c'était pour la gagner, et je sais pas si c'est proche, mais habituellement c'est assez proche. On sait très bien que ceux qui finissent la Vuelta c'est assez chaud pour participer au championnat du monde. Alors, j'ai pas les dates exactes sous les yeux, mais... Tu l'auras tout à l'heure pendant le quiz, comme tu seras sur ProSac. Voilà, sur ProSac Stat. Donc, t'inquiète pas, tu Steve, t'es directeur sportif, tu le fais pas courir la Vuelta, Pogacar?
Bien sûr que non, non, très bonne décision, sage décision, hein. D'ailleurs, en plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il était sur le Tour féminin pour suivre sa copine. Donc, non, non, c'est une bonne chose. Faut qu'il décompresse. Je pense qu'il a quand même bouffé pas mal de cartouches en début de saison. Quand même, tout à l'heure, on parlait du nombre de jours de course. Alors, le nombre de jours de course, bien sûr, ça a son importance. Mais quand on vient sur le Tour des Flandres et qu'on se fait la préparation Tour des Flandres et qu'on connaît le stress pour arriver en forme au Tour des Flandres, quand on voit les Strade Bianche qu'il a fait, je pense que c'est pareil. Il y a beaucoup de phases de reconnaissance compliquées. Donc, je pense qu'il est un petit peu en bout de course aussi, le copain. Et c'est très, très, très logique qu'il aille pas à la Volta, sachant qu'elle commence dans moins de 3 semaines. Ça te donne une info en taux. Ça peut être le meilleur moyen de se cramer et de même pas faire une fin de saison digne de ce nom. Donc, non, non. Pour moi, très très bon choix de ne pas aller à la Volta. D'ailleurs, je comprends toujours pas les directeurs sportifs qui se font un kiff d'envoyer des mecs faire Tour Volta ou Giro Tour. Alors ça, il faudra m'expliquer un jour à quoi ça sert de faire 2 grands tours en l'espace de 2 mois et demi. On m'a toujours dit ouais, tu prends du volume, tu prends du caisson, mais aujourd'hui, on ne demande pas à un coureur d'avoir du caisson, on demande à un coureur d'être bien sur un moment précis dans une course à étapes. Donc peut-être que ça va se perdre et tant mieux. Pas de Roglic aussi sur la Vuelta puisqu'il souffre du dos aussi, donc pas de Pogacar, Gilles. Donc voilà, c'est pour toi c'est normal. Wout, il y va, Wout. Moi, j'ai déjà tweeté le bonheur des uns, enfin le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est très bien pour Remco Evenepoel. Ne viens pas, voilà. Poggi, reste dans toi. Voilà, c'est sûr que ça arrangeait Belle. Je voulais pas le dire. Mais Remco au sommet de la Vuelta, on attend de voir ça quand même. On attend de voir ça. Oui, qui va remporter le premier grand tour? Est-ce que c'est Wout van Aert ou est-ce que c'est Remco Evenepoel? C'est Kjana Brooks. Ah oui, encore plus jeune celui-là, qui arrive très fort aussi, coureur de la Bora Hansgrohe si ma mémoire Exactement, est bonne. Qui est en course aujourd'hui au Tour de Wallonie. Juste un petit coucou sur le Tour de France féminin qui a lieu actuellement. Un coucou à Jérémy Sakian et Rémi Dos Santos. Vous ne les entendez pas depuis le départ, c'est normal, parce qu'ils bossent là-bas. On a remplacé par quelqu'un qui est un petit peu mieux, hein, Steve, avec un peu plus. Ça lui fait bizarre de se lever, Jérémy Sakian. Pour une fois qu'il bosse en plus. Vraiment, ça lui fait bizarre. Alors je vais le noter, donc c'est au bout de 37 minutes d'émission, donc je lui enverrai sa petite pastille pour il écoutera, ce sera clippé. Quand on regarde bien sûr le Tour de France féminin qui a plutôt bien commencé, même si on a eu quelques chutes et notamment de Marta Cavalli, la leader de la FDJ Suez Futuroscope, tellement de marques, faut pas se tromper. Voilà, on a eu le temps d'en parler avant, mais bon voilà, on va pas en reparler non plus. Mais le Tour de France féminin, ça continue et on le débriefera sur les prochaines semaines. Ce Tour de France féminin, on se régale. Il faut regarder sur Eurosport avant tout, sinon on perd le chèque de Steve Chenel. Allez, on continue avec... on va retourner sur le Tour de France, mais on va s'amuser un petit peu. C'est le sprint final. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Et j'espère qu'Anthony a fait passer le message à Steve parce qu'on va s'amuser à faire des petits classements après ce Tour de France qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ça va être assez rapide mais normalement assez drôle. On va commencer avec celui qui a été le plus rapide de ce Tour de France. C'est qui le plus rapide sur le Tour de France? Je sais pas, c'est Jacobsen, c'est Groenewegen, c'est Philipsen, c'est Van Aert. On va commencer dans l'ordre avec Anthony, Steve et après je donnerai la parole à Gilou évidemment. Anthony, c'est qui le plus rapide S'il de dit Tour de le France? croc, s'il dit le croc, je raccroche direct. Alors j'ai mis le croc dans une des catégories, mais je l'ai pas mis dans le plus rapide. Ah, quand même, d'accord. Parce que je quand même respecte un petit peu. Non, pour moi, le plus rapide, et je suis d'accord. Enfin, c'est Philipsen, ouais. Philipsen, Steve? Wout van Aert. C'était le plus rapide, ouais. Et Gilou? Philipsen aussi, c'est vrai qu'il a été impressionnant sur les Champs-Élysées. Du coup, Steve, pourquoi Van Aert plutôt qu'un Philipsen qu'on a vu stratosphérique? Mais bon, c'est encore les Belges qui ont la soquette légère, on va dire, sur Tour de France. Le plus rapide, hein, Steve. Hein, genre, si tu mets Wout face à Philipsen, tu penses que Wout le battait? Il l'éclate. Il l'éclate. Non, mais s'il a envie, il éclate tout le monde. Non, c'est clairement. Van Aert, de toute façon, ce qui est extraordinaire avec ce mec, c'est que s'il avait voulu faire tous les sprints, même l'arrivée de Cahors où Christophe gagne, ou même les Champs-Élysées, il aurait pu gagner. Donc, honnêtement. Le plus rapide pour moi c'est clairement Van Aert. Il en a toujours gardé sous la soquette, que ce soit les sprints intermédiaires ou autres. Enfin, non. Philipsen côte à côte à 200 mètres, il l'explose. Bon, on fera ce petit championnat en Belgique, Gilou. Met en place ce petit critérium là qu'on rigole un peu. Tim Merlier. Ah ouais, Tim Merlier. Non, et franchement, tu fais un petit sprint là à 5, Merlier, Philipsen, Deli et Wout van Aert.
Il y a moyen que ce soit un beau sprint. Allez, ça y est, Dali gagne encore sur le Tour de Wallonie et ça y est, Il a c'est gagné, parti. hein. Ah ouais, super. 7e victoire cette saison. Oui, il a oui. rapporté plus de points en une course que son équipe sur l'ensemble du Tour de France. Faut Ok. quand même se rendre compte de ça. Et sur Caleb le champ- Ewan. et sur Non, le que champ- toute l'équipe. Et sur le championnat de Belgique, il a fini pas derrière des Tartelotto ou je sais pas quoi là. Ton Arnaud Deli, tu nous le vends trop fort là pour l'instant. On n'a pas envie. Jérémy Lecroc l'éclate. Voilà, on le dit. Jérémy Lecroix, c'est normal, c'est la famille. Alors la surprise de ce Tour de France. Est-ce que vous avez noté une petite surprise de ce Tour de France, Anthony? Bah alors moi ma surprise voilà elle est là. Bon alors déjà parce que c'est pas vraiment objectif hein, parce que ce que je voulais dire parce que voilà c'est je le connais Jérémy. depuis très longtemps donc c'était vraiment le plaisir de voir Jérémy Lecroc sur le Tour, de le voir finir et de le voir finir sixième sur les Champs-Élysées. Ben voilà non, moi c'était ma petite surprise à moi parce que je n'ai pas trouvé d'autre. Ok, Steve. Bah, pour moi, la surprise, c'est Hugo Hull. Hein. C'est la victoire d'un mec qui a jamais gagné d'étape autre qu'un championnat national, du contre-la-montre qui plus est. Gagner sa première victoire chez les pros sur le Tour de France, pour moi, Hugo, c'est une énorme surprise, même si on l'avait vu très costaud. Et depuis quelques années, voilà, il fait partie de ces coureurs baroudeurs qui ont toujours l'occasion de se mettre en évidence. Mais là, honnêtement, il a été énorme hein, dans le mur de Péguerre. Là, il est passé ça assez vite, il a même pas réussi, il a même pas laissé rentrer Tony Galopin qui était en carafe depuis un petit moment, en plus grande descente derrière et c'est arrivé vraiment non une très très belle victoire d'Hugo Hull et une très très belle surprise. La surprise, Gilou, de ce Tour de France, ta surprise. Demi-surprise, mais c'est quand même. J'ai envie de parler de Tom Pidcock. On en parle souvent parce qu'on attend peut-être mieux, mais là, il est carrément passé en un Tour de France de coureur à meilleur descendeur du monde. Ça y est, le meilleur descendeur du monde, c'est Tom Pidcock. On l'a tous vu. Quand tu arrives à faire ça, en plus une victoire à l'Alpe d'Huez avec tous les noms qu'il y a eu à l'Alpe d'Huez pour un cyclo-crossman en plus. Je sais que ça fait plaisir aux gens qui sont là. Tom Pidcock. Ouais, juste, si je peux te couper 2 secondes. Alors, Gilou, est-ce que Tom Pidcock rentre dans les 3 fantastiques maintenant, Gilou? Non, arrêtez avec les 3 fantastiques sur le cyclocross, s'il vous plaît. Il y en a que 2, merci. Ok, bon, débat très rapide hein, avec Gilou. Je vais finir avec Merci Gilou. Tu es d'accord avec moi, Steve, on est d'accord? Bah, pour l'instant, Pidcock, voilà, et non, il n'est pas dans les 3 fantastiques. Les 3 fantastiques, on est d'accord. C'est Van Aert, Van Der Poel et Elise Herbit. J'en étais sûr. Donc j'invite Steve, Anthony et Gilou et ça y est, ça parle cyclocross. Tu l'as cherché. Revenons nos moutons. Oui. Et donc pour moi la surprise de Tour de France, c'est un peu de l'ironie, mais c'est Vlasov parce que je ne comprends pas comment il peut être 5e du Tour de France alors qu'on l'a pas vu une seule fois quand même. Hein. Ça, j'ai vu avec le chrono, je dis oh ouais Vlasov qui va gagner 2 places, il va être 5e. Je dis quoi 5e? Mais c'est pas possible, il se fait lâcher à chaque fois qu'il y a une rampe. Enfin c'est voilà, Vlasov donc 5e du Tour de France, grosse surprise pour moi. Je m'y attendais pas du tout. Un petit quart d'heure quand même. Plus belle la vie. Vlasov, il a plus belle la vie de Vingegaard. Chaque pont d'autoroute, il était lâché, Vlasov. Le vrai super condatif du Tour, parce que c'est vrai que Van Aert, il avait 3 moteurs, c'était facile. Mais c'est qui finalement, Anthony? Ben ouais, je pense que Wout en grand seigneur, elle aurait pu lui donner. Moi, j'aurais effectivement, je vais pas spoiler, mais je suis d'accord avec toi. C'est Quinn Simmons pour moi. Qu'on a vraiment vu à l'attaque. En plus, c'est un jeune coureur. Il est il y va. On l'a vu faire. Je sais plus c'est quelle étape quand il est parti avec le gars de l'Intermarché, de la Wanty, que l'autre se relève. Il se dit bah attends, mais moi j'y vais quand même. Toi, un peu effronté. Moi j'aime bien les jeunes comme ça qui y vont. Ouais, Quinn Simmons ça joue un petit peu aussi avec Goujard. Hein. Goujard a fait un beau tour. On l'a vu souvent à l'attaque. Il n'est pas récompensé, c'est dommage pour lui. Mais non, j'aurais Quinn Simmons. Et je pense que Van Aert, avec tout ce qu'il a ramassé, il aurait pu, un peu en grand seigneur, lui dire, lui faire un petit tweet, un petit truc comme ça, sympa, en lui disant c'est vrai que t'as quand même été un bel animateur de ce tour. Oui, bah, il a été lâché par Wout Van Aert lors de leur échappée en duo, là, où il perd son maillot jaune d'ailleurs. Wout Van Aert, c'était incroyable. Petit truc, là, tu prends de l'argent de la ville de Paris ou de BNB Hotel pour placer chaque coureur de cette équipe. Alors, je dis ça parce que la ville de Paris va s'associer à BNB Hotel, mais Anthony est en train de citer tous les noms. Peut-être que tu veux un poste à la ville de Paris, c'est ça? Pas du tout. Oh, d'accord. Je suis juste réaliste, non? Oui. Goujard, Le Croc, enfin bref. Steve?
Le vrai super Écoute, combatif. j'étais encore en train de chercher, mais pour moi, le vrai super combatif, dommage qu'il soit parti à cause du Covid, mais heureusement qu'il était là en première semaine, c'est Magnus Cort Nielsen. Ah ouais. C'est vrai que bien sûr. quand le tour se termine, forcément, on oublie ceux qui sont partis en cours de route, mais heureusement qu'il était là au Danemark chez lui, heureusement qu'il était là derrière, et puis heureusement qu'il était surtout chez IF, quoi, parce que sinon, chez IF. Voilà, on n'aurait pas eu un bilan très 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 glorieux, même si Bettiol a fait une très très belle étape dans cette étape de Mende, et Paulès énorme aussi, mais non, pour moi Cort Nielsen aurait mérité le super combatif, mais malheureusement il n'a pas fini le Tour de France. Donc pour le coup, je vais dire un BNB aussi, parce qu'on ne sait jamais si Paris veut même filer du pognon. Je vais dire Pierre Roland. Bande de rats. Pierre, alors ça c'est de l'ironie totale. Gilou. Moi, je veux dire un coureur qui est venu tout seul dans son équipe, Fred Wright. C'est quand même le seul qui était là du côté de la Bahreïn et il a bien montré le maillot et il était encourageant, surtout sur la fin de ce Tour de France. Et j'ai bien aimé ce coureur. C'est vrai qu'il est venu tout seul pour le coup. Il est venu tout seul, ouais. oui, il est Mais tranquille. Lui, il aurait dû au faire, catering, il n'est pas de problème. Il Pas aurait, de dû fil faire au une, catering. il aurait dû faire une alliance avec Lutsenko parce qu'ils étaient tous les deux tout seuls par équipe. C'est un peu chiant aussi de faire Tour de France tout seul, mais bon, c'est pas grave, hein, ça arrive de temps en temps. Alors, j'ai une rubrique, c'est le mec qui se l'est donné parce qu'il est en fin de contrat. Ça, j'ai juste donné parce que je voulais mettre Bob Jungels. Je sais pas si vous avez d'autres idées, Anthony, Steve ou Gilou, mais voilà, pour moi, c'est le gagnant de ce Tour de France, Bob Jungels, qui a été très bon, 12e, je crois, du général en plus, je crois, sur ce Tour de France. Non, peut-être un peu plus loin, mais bon, il fait top 15. Pas mal. Moi, j'ai pas d'avis, je connais pas les gars en fin de contrat, j'ai plus le temps de regarder tout ça, j'ai déjà du mal à suivre les start lists, alors si en plus je dois regarder les fins de contrat. Voilà pour ce petit truc. Alors, celui-là, c'est mon préféré. On en a parlé un petit peu. Les fantômes de ce Tour de France. Bon, j'avais mis top 3, mais on va en donner quelques-uns. Je vais donner le mien. Matej Mohoric. Bon, j'ai appris qu'il était là. On quand l'a j'avais- vu quand même. On l'a On vu l'a- quand même. ouais, On l'a un vu petit quand peu, même. Il y a quoi. pire, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Il y a C'est qui bien la pire pire. J'en ai 2-3 bien pires que vous Vas-y, saviez Steve, même pas Steve, qu'ils étaient autour. Si, vas-y, donne les noms. Donne les noms. Comme ça, on apprendra Alors, aux gens. Dimitri Gruzdev, le dossard 135, je m'en rappelle encore. Tous les matins, je regardais ma start list. Je dis putain, mais il repart aujourd'hui celui-là. On l'a quand même pas vu prendre un bidon, s'arrêter pisser, voire même dans les bagnoles ou victime d'une crevaison. Je crois qu'à Radio Tour, ils l'ont même jamais cité. Donc pour moi, Dimitri Gruzdev, c'est Ah ouais. le mec, tous les ans, il fait le tour et tous les ans, on le voit pas. Et il y en a un deuxième que je savais même pas qu'il avait fait le tour et j'ai regardé pareil sur les champs. J'ai dit putain, mais on l'a pas vu. C'est Edward Plancart de chez Alpecin lui. de Koenig. Incroyable, on l'a pas vu, même donner une roue, aller chercher un bidon, prendre une musette, c'est un truc de fou. Donc non, et puis pour moi c'est les deux que je savais même pas qu'ils avaient fait le tour. Après Jérémy Lecros évidemment. Chez les Belges, Florian Vormersch, à part être tombé, il n'a pas fait un grand Tour de France exactement. non plus. Je voulais le mettre. C'est pas mais faux, je l'ai mais on vu l'a tomber. vu bouffer du vent. On l'a vu bouffer du vent quand même. Il a bouffé du bitume aussi. Oui, c'est ce que je dis, à part tomber. Ouais, Oh là là c'est là la là, seule fois où je l'ai vu à Et l'écran en effet. Anthony, t'avais noté des noms ou pas? Parce que moi j'adore faire Ah, ça. Parce qu'il y a vraiment j'avais des noté Mohoric, ouais, effectivement. Moi, après, j'avais fait plus quand même dans le sérieux, tu vois. J'avais essayé d'être sérieux pour une fois. J'avais mis Martinez, qui était transparent, ça va. et puis Hirschi, quoi. Ça, c'est plus dans les On les a vus, on les a vus, on les a vus péter et tout. Attends. Si, mais ça, c'est dans les déceptions, mais on le donnera plus tard. Moi, je Non, le note c'est aussi. sûr, j'en ai mis d'autres, moi. Bon, après, t'as toute l'équipe Bahreïn, quasiment, toute l'équipe Astana, Joe Dobrowski. Albert Torres, chez Movistar, il n'a pas fait un grand Tour de France. Ah ouais, Philippe Gilbert, j'ai noté. T'as C'est vrai raison. qu'on l'a vu une fois en échappé ou deux, mais voilà, il faut me mettre désolé pour. Si, Gilbert a été en échappé. Oui, Gilbert, il a je sais, mais on comparé l'a à quasiment Vormersch, pas vu. Gilbert, ça n'a rien à voir. Je sais qu'il a fait échapper, mais je suis obligé d'être dur avec les légendes du cyclisme. Les équipes. Gilbert était très bien placé dans les bosses. Gilbert, très bien placé. Messieurs, la route est à vous. La route est à vous. C'est le championnat du monde. Et je crois, Steve, que tu peux la faire par cœur du kilomètre 2 à l'arrivée. Oui, bah on n'a pas non plus 2 heures devant nous. Énorme. Cette montée du Cobert était assez incroyable. Bon, voilà. Je crois que c'est Bonnen, mais Bonnen aussi devant. Et c'est Leukemans qui lance. Exactement. Super, merci pour ces archives du championnat du monde. Le top 3, les équipes, on se demande pourquoi ils étaient là. Bon, on en a noté quelques-unes. La Gold, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est Astana. Astana pour la Gold, Movistar c'est pas mal aussi. Hein. Je peux te dire que Steve, c'est quoi toi? Astana, Movistar avec, comment il s'appelle, Jorgensen, on l'a quand même vu. Ah oui, c'est il y a Jorgensen. On les a quand même vus. Même s'il était tout seul. Mais Astana, on les a jamais vus. On est d'accord. Non, mais Astana, clairement, Astana, c'est pas du tout. Ils étaient pas à leur niveau. Ils ont été transparents.
Lutsenko qui s'est battu comme un beau diable pour faire un top 10 quand on a le budget d'Astana, c'est catastrophique. Et puis effectivement, les Fabio Fellini, les Rabouchenko, les Gruzdev, les Dombrowski, ils ont été inexistants. Il y avait Fellini sur le tour. Bah, tu vois, tu m'as donné plein de fantômes. De toute façon, toute l'équipe Astana. Je notais aussi un peu la Lotto Soudal. Bon, voilà, c'était pas foufou non plus. Désolé, Gilou, mais. Pas dingue, il faut le dire. Moi, je ne sais pas non plus de mettre trop les Belges en avant. Là, ils ont été mauvais, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Les déceptions. Tim Wellens, c'était sur le Tour de France, Tim Wellens. Non, c'est pas vrai. Tu déconnes. Ah non, si, Tim Wellens, c'était sur le Tour de France. Il était sur le Tour de France. On l'a vu avant qu'il ait le Covid. On l'a vu quand même. Ça compte pas ceux qui partent tôt. Ils ont une excuse, tu vois. Ils ont ramené 17ème étape, quand même. Le carnet de liaison, ouais, bon, bah, là, un peu moins. La carnet de liaison, ça passe pas trop, là. Les déceptions de ce Tour de France, j'en étais quelques-unes. Vous avez noté quoi, vous ? Pour moi, la déception, alors je vais être honnête avec vous, hein, les gars, parce que peut-être que vous en êtes pas rendu compte, mais alors la réalisation du Tour de France, nul à chier. Nul à chier de chez nul à chier. Hein. Quand il se passait des choses, on était sur une vue de château. À aucun moment le réalisateur revenait sur ce qui se passait. J'ai trouvé qu'il y avait des moments, des plans qui n'avaient rien à foutre là. Je sais pas vous, mais j'ai vu un nombre de tubs incalculable alors que le mec il a juste à changer de caméra quand il y a un mec qui pisse. Donc pour moi la réalisation, je sais pas qui était derrière la. Est-ce qu'ils ont changé? Ah oui, ils ont dû changer, c'est pas possible autrement. Non, la réalisation zéro. C'est ça que je comprends pas. Non, mais ils ont changé, je crois, dernièrement. Et je crois que c'est France Télé encore pour la réalisation. Quand c'est France Télé, mais Eurosport, ça doit être ASO. Je sais pas trop. Je t'avoue que je suis pas le plus fort dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup râlé, notamment des étapes où on voyait pas ce qui se passait derrière. Et tout d'un coup, on voyait des attaques entre Vingegaard et Pogačar. On se dit, ok, ça vient de nulle part. C'est vrai que. Enregistré, les gars. Enregistré, parce que nous, à Radio Tour, dans le casque, on entendait attaque de Pogačar et on se disait ils vont nous balancer tout. Non, c'était au moins 7-8 secondes après. Donc non, la réalisation vraiment pas top. Et franchement, c'est bizarre. Enfin, je pense qu'il y en a un ou deux qui ont dû s'amuser à faire des montages. Le nombre de mecs qu'on voit pisser, sans déconner, c'est pas normal. Quoi. C'est pas normal. Mais même sur la dernière étape, le gros plan sur Meisgate. Nul à chier. Tous les ans on l'a fait, c'est nul à chier. Je sais pas pourquoi, on voit même pas le sprint, rien. Juste un gros plan sur. Vous n'avez pas compris. Gage, grand nom aussi de ce Tour de France. Il a été au four et au moulin. C'est la deuxième fois que j'utilise cette expression. Moi, je notais des petites déceptions. Pierre Roland, je suis désolé, il a été malade et tout. Il a une excuse, mais très très difficile pour lui. On l'a vu lors de la première étape, deuxième étape, je sais plus, ma mémoire n'est plus bonne, avec Cyril Barth et après plus grand chose. Première, je sais plus. Bref. Benoît Cosnefroy, grosse déception aussi, on le voit plus du tout. Il est capable de lutter avec les meilleurs à l'Amstel et sur le Tour de France, même prendre une échappée, c'était difficile pour lui. Voilà ce que j'ai noté. Et Damiano Caruso, évidemment, mais toute la Bahreïn. Caruso, quand on nous vend comme un futur vainqueur de Grand Tour, qui fait deuxième du Giro et qui arrive même pas à suivre les meilleurs sur le Tour de France. Vous en avez vu d'autres, vous, non ? Moi, je me permets de vous couper la parole, les gars, mais honnêtement, l'équipe Ineos qui venait pour gagner le Tour avec 3 leaders potentiels, avec Daniel Felipe Martinez et Adam Yates, pour moi, ils sont complètement passés au travers. Et s'il n'y a pas Pidcock qui est là pour relever le niveau en gagnant son étape à l'Alpe d'Huez et Geraint Thomas, tout le reste de l'équipe, pour moi, n'était pas au niveau de ce qu'elle était habituellement. Donc, pour moi, c'est aussi une déception. C'est clairement l'équipe britannique. J'aurais dû mettre même Ghana, moi j'ai trouvé surtout Ghana, ce que j'allais dire. Ghana pas fou, pas fou sur le premier chrono. On l'avait vu les autres années faire des raids en montagne un peu quand il fallait emmener les mecs. Bon là ils n'avaient pas vraiment de choses à emmener, mais on le voyait d'habitude accompagner plus longtemps les leaders. On l'a pas vu, et même sur le dernier chrono on le voit, il est battu aussi. Moi j'avais mis Ghana et j'ai mis aussi, alors tu vas me dire Johan, je suis encore sur la BNB, mais moi j'étais un petit peu déçu de Franck Bonamour. Alors je crois qu'il revenait il revient de blessure, mais c'est vrai que l'année dernière il avait été super combatif du Tour. On l'attendait, il y a beaucoup de monde qui l'attendait et moi c'est vrai que on l'a pas vu prendre de coups, donc un petit peu déçu. À tes souhaits, Steve, bien sûr, on a entendu en plein débat. Voilà pour la déception. J'aurais dû faire le petit trophée suceur de roue. C'est vrai qu'Ineos c'était plutôt pas mal sur ce Tour de France. Et enfin, le prix Bahreïn. Alors, celui qui a fait un coup incroyable alors qu'on pensait que ce coureur était nul. J'avoue que j'en ai pas trouvé, mais le Covid, je notais le Covid, incroyable. Un retour en grâce du Covid qui nous a gâché le Tour de France. On pensait que c'était fini et finalement, il est revenu au premier plan.
Voilà, on a perdu beaucoup de coureurs avec le Covid. Je sais pas si Anthony, toi qui avais eu les petites rubriques en avance, est-ce que tu avais noté quelqu'un, toi? Non, mais c'était un peu n'importe quoi cette histoire de Covid parce qu'il y avait, comme les coureurs le disaient, il n'y avait pas de bulle sanitaire, donc on laissait les spectateurs s'approcher et voilà, que s'il n'y avait pas vraiment de respect comme il y a eu l'année dernière. L'année dernière, on a eu un tour plus ou moins où il n'y en a pas eu de cas. Là, cette année, c'était un peu n'importe quoi. On savait pas s'il fallait faire des bulles, pas de bulles. Donc, puis même on voyait, il y a des coureurs qui mettaient directement le masque, il y en a d'autres qui ne le mettaient pas. Et puis, donc, non, moi, franchement, j'en ai fait un peu. Personnellement, j'en ai un peu plein les bottes de ce truc-là, donc je vais pas débattre là-dessus. Mais je trouve que ça a gâché la fête. Et quand tu voyais surtout des coureurs qui rentraient chez eux qui n'avaient rien, c'est d'autant plus frustrant pour les coureurs quand on sait ce qu'est que préparer un Tour de France, quoi. Ça faisait de belles photos sur les podiums avec notamment un AG2R Citroën où ils étaient 3 tous les matins. Ça aussi, c'était plutôt drôle sur le podium protocolaire. Gilou, tu restes avec nous pour le quiz ou pas? Ou est-ce que tu dois partir pour C'est ma l'impératif? rubrique fétiche. Ah, bah alors, ne vous inquiétez pas, il est assez court. C'est un petit quiz, on va voir si vous avez bien suivi le Tour de France ou si vous êtes de bons tricheurs, évidemment, pour Anthony. Ouais, mais tu mets ta caméra, Anthony, et ta femme ne peut pas être Là, derrière. maintenant que tu m'as filé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, Alors, le quiz spécial Tour de France, bien sûr. J'espère que vous avez bien suivi les 3 semaines de grande boucle. On va commencer avec je vais vous faire les questions. Le premier qui a la réponse m'arrête, évidemment, et donne la réponse. On marque des points par rapport à ça. Je vais prendre une petite feuille pour noter les points. En attendant, j'en ai une juste ici. Voilà, c'est parfait. Première question. La course au maillot blanc. Tadej Pogačar a remporté pour la 3e fois de suite le maillot blanc. 2 coureurs l'ont fait par le passé, mais qui? Andy Schleck. Andy Schleck, c'est bon. Il y en a un deuxième. Dans les 20 dernières années? Qui l'ont gagné 3 fois. Dans les 20 dernières années, plus que ça maintenant. Un peu plus. Ulrich. Ulrich, c'est une bonne réponse. Bravo. Un Il y point. en avait que 2. Il n'y en avait que 2 qui l'ont fait. Ok. Il n'y en avait que 2. Il est où, Anthony Nicolas? Il a déconnecté Ah ou oui, mais- il a mais du c'est- temps mais je suis en train de à taper, réfléchir, non moi. Oui, oui, il a attends, tapé sur l'ordinateur. le temps qu'il aille sur Sur le Wikipédia. cyclocross, il part en 7ème ligne. Le temps qu'il aille sur les Wikipédia, Pro Cycling, et puis après il fait sur les autres trucs, il appelle sa femme pour dire bon écoute tu peux me donner des infos. Ça met un petit peu de temps. Alors Ulrich 96-98 et Schleck 2008-2010 pour la petite info. La course au maillot blanc toujours. Tadej Pogačar vainqueur, mais pouvez-vous me citer 3 autres membres du top 5? Pitcock. Alors il faut me donner les 3. Si tu arrives à m'en donner 3, c'est ça pour marquer le point. Faut que tu m'en donnes 3. Ah, alors Faut Thomas réfléchir, tu me Pitcock, donnes. qui doit faire 2. Louis Mentis. C'est pas bon. Allez, qui a une idée? C'est pas facile. Mathieu Jurgensen. Alors, il faut que tu me donnes 3 noms. s'il te plaît. Pitcock, Jurgensen et Juliansen. Non, mais il y a les 2 premiers sont bons. Attention, ceux qui trouvent le 3e. Pitcock, Jurgensen et Kevin Genietz. Mais n'importe quoi. Non, alors, on n'y est toujours pas. Indice, il est dans une grosse équipe. Il y en a un qui est dans une grosse équipe qu'on a vu beaucoup rouler. Dans les 10 premiers? Pas dans les 10 premiers, c'est loin, c'est très très loin tout ça. Et un autre dans une équipe avec un Français leader. Voilà, je vous donne. Mais attends, quelle est la question? Madouas. Dans les 5 premiers, Madouas, c'était? non. Dans les 5 premiers du maillot blanc, tout à fait. Ah! Oh Il y a un le bouton. bel- Pogačar, Pitcock, Jorgensen. C'est vrai, Non, c'est- hormis Pogačar. Hormis Pogačar, évidemment, bien sûr. McNulty. McNulty, bravo Anthony, voilà, tu marques ton point. McNulty, il y avait aussi Leknessund, voilà, dans le top 5. Ah, Ouais, oui. franchement, Mais c'est bon. McNulty, j'ai l'impression qu'il a 38 ans quand on le regarde. Oui, bah, Mantis, il a. Bah, Un point. 61. Un point chacun. La course au maillot vert maintenant. Maillot vert, super combatif du Tour, c'est déjà arrivé plusieurs fois dans le Tour de France. Est-ce que vous pouvez m'en citer un autre? Il y en a 1, Sagan. 2, Jalabert. 3, 4. Un point Sagan, à chaque fois. Peter Sagan, c'est bon. Il y en a 4. Vous avez encore... Jalabert. Jalabert, ouais. Non.
pas Jalabert. Le reste, Petaki. c'est très ancien. Voilà, pour vous donner des indices. Eddy Merckx. Eddy Merckx, c'est une bonne réponse, évidemment. Eddy Merckx en 69. Peter Sagan Ça, en 2016. c'est Eurosport. Hein. Quand tu sais pas, tu dis Eddy Merckx. Ah Il est bah bon. oui. André Dufresne. Non, c'est pas bon. Là, t'es sur la mauvaise page Wikipédia, là, Anthony. Non, désolé. Jean-Yves Plaisance. Non, mais pour les deux autres, c'est plus dur. C'est Jean Grachick en 1960 et Rick Oui, Van bon, Looy ouais. en 63. Voilà. Mais Ah, bon. Van Looy, ça aurait pu trouver. Super combatif toujours. Un super combatif belge, c'est déjà arrivé au 21e siècle. Vrai ou faux? Tout le monde me donne la réponse. Oui ou non? Et si oui, qui, d'ailleurs? Ça peut donner des points bonus. Oui, Oui. Pour qui? je pense, oui. Thomas de Ghent, Ok. qui avait d'ailleurs refusé de monter sur le podium, parce que justement, c'était un autre qui lui avait baisé le titre, mais je sais plus c'est qui. Alors, du coup, ça veut dire oui, il y a eu Thomas de Ghent, ok. Alors, c'est pour Gilou. Oui ou non? Mais là, t'as dit oui, il y a eu Bah, Thomas de oui, Ghent. mais donc je- c'est compliqué de dire. Bah, il a le droit de se tromper, Steve, aussi. Mais moi, je dirais faux. Toi, tu dis faux, ok, très bien. Et Anthony, t'as eu le temps d'aller sur Ouais, la page Tour de France? non, j'ai pas compris la question, alors je dirais faux aussi. Eh bien, il n'y a jamais eu de Belge super combatif voilà, dans c'est le bien, 21e c'est siècle. Parce que j'ai pas eu d'article dans la presse, Nico, comme quoi, comme genre Van Aert après Chick Chak, donc je me suis dit que c'était faux. Ok. On continue. Alors, on va marque de vélo. C'est qui le dernier vainqueur avec un vélo Cervélo? Du Tour de France, évidemment. Et Roglic. l'Espagnol qui était chez Cervelo et le tout gringalet, l'Espagnol, la Liga, qui était chez Cervelo d'ailleurs. Ah, c'était Roglic. Avec son Non, Sastré. Carlos Carlos Sastre. Sastre. Il vient de te bouffer. Alors, il vient de te niquer sur la ligne, là. J'ai l'impression que Ah oui, là, je l'ai pris. Là, je suis ouais, désolé, t'as mais pris je t'ai Carlos sauté sur la... Sastre. Et mon indice était bien sûr, il a même couru dans l'équipe Cervélo. Carlos Sastre 2008, le dernier à avoir gagné avec un vélo Cervélo. On retourne à la course au maillot vert. C'est Est-ce combien que- les points d'ailleurs Je suis bien, non? Oui, t'es devant avec 4 points. On fait le point. 4 points pour Gilou, 3 pour Anthony, 1 pour Steve qui a commencé à chambrer l'entrée, qui en met plus un maintenant. Là. Il se fait même bouffer sur la ligne. À la course au maillot vert. Alors, je vais vous donner le nom de 5 coureurs. Il faut me les mettre dans l'ordre. Oh, on fait chacun notre tour? Ouais, Anthony. Sagan, Groenewegen, Laporte, Vingegaard, Jacobsen. Il faut les mettre comment ça, au général? Ouais, l'ordre du général du maillot vert, s'il te plaît. Ou du maillot vert? Ah oui, c'est la course au maillot vert. Mais c'est pas facile, hein, mais c'est le Tour de France, c'est normal, c'est plus difficile. Attends, tu m'as dit quoi les noms? Donc Laporte. alors, Sagan, Groenewegen, Laporte, Vingegaard, Jacobsen. Déjà, je mets Laporte en premier. D'accord, Laporte en 1. Jacobsen, il y a Jacobsen dedans? Oui, il y a Jacobsen. Ah, 2. Ok. Putain, Groenewegen, Sagan, c'est chaud. Allez, c'est un jeu qui Mais- joue vite. Mais je dirais Sagan parce qu'il a fait plus de sprint. Sagan, Groenewegen. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Attends. Tac, 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 tac. Et tu m'as placé où, Vingegaard, en fait? Il l'a pas mis. Ah, Merci. j'ai pas mis Pour Vingegaard. ça Il y a qu'il- Vingegaard dans le classement? Oui, alors, dis-moi. Oh bah. Tu mets où, Je le Vinge- mettrais. Oh, je le mettrais derrière les. Ah ouais, quand. Ah ouais. Ah Attends. non, je le mets dernier, ouais. Ok, très bien, c'est noté. Steve, Alors, redis-moi les 5 noms. Sagan, Groenewegen, Laporte, Vingegaard, Jacobsen dans l'ordre du classement du maillot vert. Laporte, Jacobsen, Sagan, Vingegaard, Groenewegen. Gilou, à toi. Je peux te- 1 Laporte, je les ai notés sur un papier. Ok. 1 Laporte, 2 Jacobsen, 3 Groenewegen, 4 Vingegaard et 5 Sagan. Eh bien, il n'y a que des mauvaises réponses. C'était 1 Laporte, 2 Jacobsen, 3 Vingegaard, 4 Sagan, c'est les 5 3 Groenewegen. Vingegaard. Ah, Vingegaard fait 157 points. Devant Sagan. Devant Sagan, Sagan est devant Groenewegen. Ouais, 120 points, Sagan. Jacobsen est à 159, il a failli se faire croquer c'était par, dur, Ah, par j'étais le plus Vingegaard. près quand même, moi. Oui, mais c'est Et alors, m'en fous, génial, enfin, super. Par Avec contre, une femme, quand t'es tout près, t'es pas dedans. Oh là Et là, ma Christophe femme travaille, laissez-la tranquille. Christophe Laporte. La course au maillot à poids. Jonas Vingegaard, vainqueur du maillot à poids, mais avec le plus petit nombre de points du 21e siècle. Mais combien de points déjà, les gars? C'est qui est le plus 72. proche 72. C'est une bonne réponse. 2 points accordés à Steve qui donne le. Pourquoi chiffre- 2 points? Bah parce que s'il donne le chiffre exact. Je vais mettre un point pour le plus près. Il donne le chiffre exact. C'est incroyable. La mafia commence.
Merci, Johan. La course au T'enverrai maillot le à chèque. poids. Ah, merci, comme d'habitude. La course au maillot à poids. 2 Français dans le top 10, mais qui? Oh. Pinot. Latour. Alors, qui m'a répondu le premier déjà? C'est moi. C'est Tony qui a dit les deux. C'est toi qui as les deux. Pinot, Latour, c'est Non. Ah, Pinot qui a donné les deux. C'est Steve qui a donné les deux. Non, c'est moi qui ai donné Ah, non, Pinot, c'est pas- Pinot en C'est une bonne premier, réponse. c'est Pinot une et bonne Latour. réponse, C'est une bonne réponse. Les deux dans les voilà. 10. C'est une bonne réponse. Avant-dernière question, je vais faire le décompte des points. Donc 4 pour Anthony, 4 pour Gilou, 3 pour Steve. C'est quand même assez serré. Combatif d'un jour. On le joue aux enchères. Qui peut m'en citer le plus sur ce Tour de France? Ouf. Bah, c'est Magnus Cort Nielsen. Non. Ouais, mais Ah, oh là là, il a non, rien c'est pas compris, ça. lui. Il a encore rien compris à la question. Qui peut me citer le plus de combatifs de ce Tour de France 2022? Je peux t'en citer 4. Ah, 4. le plus qu'on était en différent, d'accord. Il faut s'exprimer correctement. Non, mais je l'ai dit. Gilou? Ouais, Anthony, combien? Attends. Est-ce que tu peux aller plus haut que 4? Je réfléchis. Oh non, mais faut pas réfléchir. Ah non, faut que ça. C'est un jeu qui joue vite, ça encore. Si tu peux pas. Sinon, je. Et tu 4. dis combien, Anthony? Anthony, 4. tu dis combien? Moi, pour vous faire chier, je vais dire 5. Très bien, 5. Mais te loupe pas sur les 5. Ah oui, Ouais, sinon, bah, tu perds un si. point. sinon c'est un point aux autres. Ah, si. Sinon, Ah, sinon, je perds un point. Ouais, non, tu perds pas un point, c'est un point aux autres. On les donne, c'est cadeau. Ça revient au même. Bah, je veux dire 4, comme ça, je vais pas prendre de risque. Et je Ok, laisse Anthony, 5. Maintenant, dépêche-toi. Pour pas tricher, tu m'en donnes 5. Tu as 30 secondes. Alors, Wout van Aert, Oui. Magnus Cort Nielsen, Oui. la Cofidis, là, le français, je me souviens plus son prénom, le qui avait. Aidez-moi, le nom, je l'ai Il y a plus. plein de Français. On va pas t'aider. Hein. Donc ça Non, fait. Va te faire foutre, démerde-toi. Aïe, ça commence à être dur. T'en as que 2. Il te reste plus beaucoup de temps là. Faut que tu te donnes. Franchement, c'était pas loin, 2 sur 5. Benjamin Thomas. Benjamin Thomas, c'est une mauvaise Oui. réponse déjà. C'est terrible. Super. Moi, je l'ai pas alors. Ah bah là, je pensais tu l'as qu'il pas, avait là. été Quand il était Ah, sorti. bravo, allez, hop, merci. 1 point pour Gilou, 1 point pour Steve. C'était cadeau. Avec grand ça. plaisir. Il y avait Bistrom, Magnus Cort, c'est bon. Pidcock, Anthony Perez, Pitcock, c'est bon. Google. Geschke, Pinot. Cataneo, Pas Pinot, pas Young Girls, Pinot, Bettiol, Barguil, Pitcock, donc on l'a dit, Matthews, Nils Pollitt, Hugo Hull, McNulty et Ouais, Quinn j'avais Simons. 6, dommage. Voilà. Très bien. Alors, dernière question. Il y a donc 4 et 5. Gilou, 5 points, 4 points pour Steve, 4 points pour Anto. On va dire, c'est simple. Celui qui a la bonne réponse. Ouais. Qui a gagné? il a gagné. Ouais, bah ouais, c'est toujours à voir. Ah bah oui, c'est comme ça. Parce que c'est toujours la dernière question qui prévaut. Les gains de la compétition. Jumbo Visma. Quelle équipe en a eu le moins déjà? Ça va faire 1 point déjà. Astana. Astana. Oh. C'est une mauvaise réponse. Je veux l'équipe qui a eu le moins. Attends. Non, Je me Astana. trompe pas. Astana a même pas 15 000 euros, je crois. Attends. Non. Non, Lotto Soudal. Non, là, c'est si pas- Astana, ils ont 11 000, je crois. C'est pas. Lotto Soudal. C'est l'Auto Soudal. Ah merde. Mais avec combien? Oh, mais c'est déjà bon, j'ai dit Lotto Soudal. Ouais, mais en fait, du coup, ma question à la base, c'était combien le pire? Donc, attends, faut que je retrouve la page. Ah, 15 000. 15 000. Ah, 15 000 parce euros. Je donne la bonne réponse et j'ai même pas de points. c'est la mafia parce que tu nous as fait chier. Alors, ouais, je l'ai sous les yeux. Qu'est-ce que j'ai fait? Astana, Astana 14 000 euros en effet. Mais combien la Lotto Soudal? Combien, mes amis? 12 000. 11 000, 11 000, Anthony? Ouais, je dirais. La 11 Lotto 500. Soudal. Ah, je dirais. Non, je dirais. 15 000. Ouais, voilà. Donc plus qu'Astana. Le plus- Lui, il est loin, lui. Il faut arrêter, les gars. Le plus proche. Et c'est normal parce que la victoire est méritée. C'est donc 11 000. C'est 10 140 euros pour la Lotto Soudal, 22e. Donc de ce rang des gains derrière BNB Hotel KTM, 12 740. Et donc Astana, 14 000. Bravo Gilou pour la victoire face aux deux mastodontes que sont Bravo. Steve Chenel. Mais attends, c'était quand les gains là que t'as là? Parce que. Ah, parce que Je parce suis en que train de quoi? Je viens tricher, d'ouvrir la quoi page sous mes yeux et ils ont 15 140 euros le Lotto Soudal. Hein. Alors c'est peut-être un truc qui date parce que j'ai sur Wikipédia. L'année dernière. Eh, Oh non, de mort. Si, parce que je m'en souviens très bien qu'ils étaient juste au-dessus Donc- du classement avec Astana. C'était Astana l'année dernière avec 15 000 et ils étaient juste au-dessus. C'est pas grave, ça t'apprendra à tricher déjà, comme ça. moi, Mais j'ai pas j'avais triché, compris. je l'ai dit Oui, juste avant, oui, je dois la oui, page après. Bien sûr, personne n'y croit.
Moi non plus, je crois pas. Ouais, voilà. Donc c'est pas grave. Ça serait une victoire de Gilou. De toute façon, il la mérite. Peut-être que Exactement, il la mérite, Gilou. Peut-être que Bravo, je me- Gilou. Peut-être que Merci, je me suis Steve. La je me suis mafia trompé dans encore. les chiffres, mais bon, c'est pas mon problème. Tiens, allez, vite fait les paris sur la Classica San Sebastian et après on s'en va. Bon, alors la Classica San Sebastian, c'est dimanche. Qui va l'emporter, s'il vous plaît, messieurs, rapidement, parce qu'il y a Gilou qui doit quand même retourner bosser. Là, il est payé à rien faire depuis tout à l'heure, à faire le podcast. Steve aussi doit partir. Ah bah oui, bah, tout le monde, ça commande des courses, ça bosse, c'est normal. Donc on finit très vite avec ça. La start list, je peux vous donner quelques noms si vous voulez, mais il y a Remco, a priori, qui va être dedans. On a donc, je sais pas, du Chavez, du Bettiol, Pogacar est annoncé, normalement il devra le faire, c'est sur son programme, du Landa, je sais pas. Tu peux ouvrir à Pro Cycling Stats cette fois-ci, Anto, Nibali, Il y a qu'un nom de toute façon. hein. Martin. Vous voulez une Godu. grosse cote, les gars? Vous voulez une grosse cote avant que je vous laisse? Allez, vas-y. Jérémy Lecros. Ah, il fait pas. Jérémy Il fait pas, Lecros, il fait pas. qui est BNB n'est pas dedans. Il est à la Cryptostar dimanche avec toi, j'espère qu'il va te mettre des sacoches. Attends, je vais le voir Ah ouais. avant le départ, il va te sacocher. Bah, allez, très vite, les enfants, quelqu'un a une idée pour le Classica San Evenepoel, moi, Evenepoel. Ouais, Remco, très bien. Surtout que Julien Philippe est questionable avec ce Covid. Gilou. Oh, wow, logique. Ok, Wood. Mais oui, qui a Wout. annoncé, ouais. Ouais. Ok, Pareil. voilà. Ah, y'a Wout Wout. Bah, Wout, alors Wout. Non, Wout. Très bien. Et pour moi, ça sera donc Yevgeny Guidich d'Astana, puisque les coéquipiers d'Astana sont vraiment monstrueux. Il est Grosse même pas course coté, équipe. le joueur, je suis sûr. Je pense que même en Belgique, tu peux pas le faire. Bon, merci les gars. On en a terminé avec ce podcast qui a duré longtemps. Je pensais pas qu'on allait faire autant de temps. Mais bon, c'est le Tour de France. C'est comme ça. On va laisser Steve Chanel aller commenter le Tour de Wallonie, c'est ça? Exactement, Tour de Wallonie, 4e étape. Voilà, fais ta pub, même si quand ça sera diffusé, ce podcast, ça sera terminé. On s'en fout. C'est diffusé sur le player, Steve? Ouais, 16h35. Allez, je vais mettre ça alors. hein. Ah, voilà, on va écouter Steve Chanel. Travaille bien. Bah, Merci, il faut, les gars. Il faut des petits moments d'égarement. Ouais, merci les gars, à très bientôt. Merci Steve d'avoir été là. Tu es le bienvenu bientôt. Et on fera Salut, les gars. le Tour de France Merci. féminin la semaine prochaine. Ciao, tout le Merci monde. à tous. Bye Ciao. bye, ciao. Ciao. Ciao.